Nous allons procéder à l'appel. Ludmila. Bonsoir. Alors, Christophe Quignon, Présent. Lamia Guémouri, Guillaume Courtois, Ghislaine Favori, ok. Olivier Land, Aurélie Touchard, Sili Diabira, Présent. Marine Stoker, Présent. Bernard Lemeur, Présent. Gérard Favori, Présent. Stéphane Faliven. Donc c'est absent avec pouvoir. Ah oui. Ah. Je crois qu'il était absent. Laetitia Maes. Présente. Nathalie Quignon. Présente. Emmanuel Loumé. Ah oui, pouvoir. Myriam Chemin. Présente. Ouri Diabira. Xavier Bragnard, pardon. Stéphane Denard. Présent. Ludmila Verhaeg, présente. Benjamin Land. Présent. Camille Dumaître. Alain Kellor. Pouvoir Monique Ma. Jean-Luc Bitbol. Présent. Monique Maha. Présente. Élodie Thomas. Présente. Anan Anoukri. Elle arrive. Gérard Douillet. Présent. Jacques Huleux. Présent. Et Denis Robinet. Présent. Donc, nous allons désigner la secrétaire de séance, Ludmila, si personne n'est contre. Ok, ça sera Ludmila. Y a-t-il des objections concernant le procès-verbal qui a eu lieu le 18 février 2026 ? Donc, personne n'est pour et contre, à l'unanimité. Y a-t-il des objections sur le procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2026 ? Pas d'objection, à l'unanimité. On vous présente le tableau récapitulatif des décisions du maire qui ont été faites avant notre arrivée, s'arrêtant au 8 janvier. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais ce n'est pas moi qui répondrai, puisque ce n'est pas moi qui les ai mis en place, c'est pas moi qui a pris la décision. Mais après, voilà, si vous avez des objections, on peut les écouter. Bon, il n'y a pas de décision. On passe au projet suivant. Création des commissions communales et désignation de leurs membres. En vertu des dispositions de l'article précité, ces commissions sont convoquées par le maire et qui en est le président de droit. À noter que ces commissions doivent être convoquées par le maire dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou bien à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Donc nous avons la commission finances et marchés publics, nous avons la commission éducation, enfance, jeunesse, petite enfance, la commission urbanisme, aménagement du territoire, environnement et travaux, la commission sport, culture, vie associative et événementielle et la commission logement et politique de la ville. Sur la commission finances et marchés publics, nous avons proposé Aurélie Touchard, Emmanuel Loumé, Ghislaine Favori, Martine Stoker et Sili Diabira. On demande un nom sur Emerainville au cœur et un nom sur Ensemble pour Emerainville. Pour Emerainville au cœur, Alain Kellor. Pour Ensemble pour Emerainville, Denis Robinet. Concernant l'éducation, enfance, jeunesse, petite enfance, nous avons proposé Lamia Guémouri,
Ludmila Verhaeghe, Nathalie Quignon, Myriam Chemin, Ouri Diabira. Sur Émeraude-Villaucoeur. Monique Ma. Pour Ensemble pour Émerainville, Jacques Huleux. Concernant les commissions urbanisme, aménagement du territoire et environnement et travaux, nous proposons Olivier Land, Martine Stocker, Stéphane Dénard, Guillaume Courtois, Lamia Guémouri, et sur Émeraude-Villaucoeur. Gérard Douillet. Ensemble pour Émerainville, Denis Robinet. Sur la commission sport, culture, vie associative et événementielle, nous proposons Bernard Lemeur, Sili Diabira, Lamia Guémouri, Nathalie Quignon, Camille Dumaître, pour Émeraude-Villaucoeur. Jean-Luc Bitbol. Et pour Ensemble pour Émerainville, Jacques Huleux. Et pour finir, logement et politique de la ville, nous proposons Ghislaine Favori, Sili Diabira, Ouri Diabira, Olivier Land, Aurélie Touchard, pour Émeraude-Villaucoeur. Anna Nanoukri. Ensemble pour Émerainville, Denis Robinet. Merci beaucoup. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, celle-ci, nous avons 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, avec des membres consultatifs qui peuvent être invités. Donc ça, c'est le comptable public, un représentant du DGCCRF, qui peuvent être invités. Donc pour nous avons proposé Nathalie Quignon, Stéphane Dénard, Olivier Land, Laetitia Maes et Guillaume Courtois en titulaire, et en suppléant Ludmila Verhaeghe, Ghislaine Favori, Sili Diabira, Bernard Lemeur et Emmanuel Loumet. Sur la liste numéro 2, donc Émeraude-Villaucoeur, vous proposez Anna Nanoukri, titulaire, Élodie Thomas, suppléante. Pour Ensemble pour Émerainville, donc Denis Robinet, Jacques Huleux. Alors, après celle-ci. Après, il y a une note de calcul. L'élection s'effectue sous forme de liste. L'attribution des sièges s'effectue à la présentation proportionnelle et au plus fort en reste. Donc, qui est pour la liste 1? Donc ça fait... Ça fait combien? Ça nous fait 20 voix pour liste 1. Liste 2, Monsieur Faliven qui arrive. Cinq. Six. Vous avez un absent?
Elle est en retard de 5 minutes, elle arrive. Elle n'est pas là, donc ça fait 5. Ça fait ça. Et liste 3, 2. Donc ça fait 4. Les 4 premiers de la liste 1 et la première personne de la liste 2. La Nocry, quoi. Donc ça nous fait, donc pour cette commission, Nathalie Quignon, Stéphane Dénard, Olivier Land, Laetitia Maes et donc Anna Nocry. Et en suppléant, Ludmila Verhaguet, Ghislaine Favori, Sidi Diabira, Bernard Lemeur. Donc nous n'avons plus Emmanuel Loumet et nous avons Élodie Thomas. C'est ça? Qui est contre? C'est voté. Ok. Ça marche. Ça va être exactement la même chose pour les élections des membres de la commission de délégation de services publics. En application de cet article et de l'article L1411-1 du même code, cette commission dite commission DSP est chargée d'analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. Donc, nous avons présenté en titulaire Nathalie Quignon, Stéphane Dénard, Olivier Land, Laetitia Maes et Guillaume Courtois. On va rester dans les titulaires pour remercier le cœur. Élodie Thomas. Ensemble pour Emeryville, Jacques Huleux. Et en suppléant, nous avons proposé Ludmila Verhaguet, Ghislaine Favori, Sidi Diabira, Bernard Lemeur, Emmanuel Loumet. Vous pouvez me lever le cœur. Élodie Thomas. Anna Nocry. Ensemble pour Emeryville, Denis Robinet. Donc, qui est pour la liste 1. La même chose. Qui est pour la liste 2. Et la liste 3. Donc, si je ne me trompe pas, ça doit faire Nathalie Quignon, Stéphane Dénard, Olivier Land, Laetitia Maes et Élodie Thomas. Et en suppléant, Ludmila Verhaguet, Ghislaine Favori, Sidi Diabira, Bernard Lemeur et Anna Nocry. Délibération suivante. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la commune. Administré par un conseil d'administration, présidé par le maire, les règles régissant l'organisation des CCAS sont codifiées aux articles L123-4 et L123-9 du Code de l'action sociale et des familles CASF. Son conseil d'administration est composé du maire, président de droit, des membres élus par le conseil municipal, ainsi que les membres nommés par le maire représentant les associations et organismes œuvrant dans le domaine social
en nombre égal. Donc, nous avons proposé de fixer la composition du conseil d'administration du CCAS comme suit: 5 membres élus issus du conseil municipal et 5 membres nommés par le maire, soit au total 10 membres hors président. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Élection des élus membres du conseil d'administration du CCAS. C'est pareil, on doit proposer 5 noms. Nous proposons, nous, pour la liste 1, Ghislaine Favori, Martine Stocker, Uri Diabira, Myriam Chemin et Guillaume Courtois. Pour la liste numéro 2, Jean-Luc Pitbull. Ensemble pour Émerainville, Jacques Huleux. qui vote pour la liste 1? Non, on ne fait pas. C'est un bulletin secret. Bon, bulletin secret. Merci, madame. C'est pas mon nom, ça. J'en ai pas deux. Non, mais j'en ai en double. On n'aura pas assez. Ben non, je rigole pas.
Benjamin et Camille. Allez, on passe au vote. Ce sera pour le dépouillement. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors, Christophe Quignon. C'est bon, c'est bon. Christophe Quignon. Hop. Guémouy Lamia. Courtois Guillaume. Favori Ghislaine. Lande Olivier. Touchard Aurélie. Diabira Sili. Stocker Martine. Lemeur Bernard. Favori Gérard. Faliven Stéphane. Maës Laetitia. Quignon Christophe. Quignon Nathalie. Loumé Emmanuel. C'est là. Chemin Myriam. Diabira Ouri. Brania Xavier. C'est pas fait exprès, hein, mais. Dénard Stéphane. Verhaguet Ludmilla. Lande Benjamin. Dumaître Camille. Kélior Alain. Bitbol Jean-Luc. Ma Monique. Thomas Elodie. Anoukri Anan est absente. Douillet Gérard. Hule Jacques et Robinet Denis. C'est bon. Est-ce que vous voulez on mette une petite table devant? Ça, c'est pas... Donc, 28 enveloppes. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori.
Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Ghislaine Favori. Jean-Luc Bitbol. Jean-Luc Bitbol. Jean-Luc Bitbol. Jean-Luc Bitbol. Jean-Luc Bitbol. Jacques Huleux. Jacques Huleux. « 21 Ghislaine Favori, 5 Jean-Luc Bitbol, 2 Jacques Huleux. » Nombre de votants 28, quotient électoral, suffrage exprimé sur le siège à pourvoir 5,6. Désignation des listes. Sur la liste 1, vous avez 21 voix obtenues. Nombre de sièges attribués au quotient 3 sièges. Liste 2, nombre de voix obtenues 5, 0 sièges. Et liste 3, 2 votes obtenus, nombre de sièges 0. Reste pour la liste 1, 4,2, ce qui fait 1 siège. 1 siège également pour liste 2 et 0 siège pour liste 3. Ce qui nous fait au total 4 sièges pour la liste 1 et 1 siège pour la liste 2. Donc, ce qui nous fait Ghislaine Favori, Martine Stocker, Ori Diabira, Myriam Chemin et M. Bitbol. Ça. Délibération suivante. Désignation des membres proposés au préfet pour la commission de contrôle des listes électorales. La réforme des listes électorales est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Le maire détient la compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du maire peut être effectué. À chaque commune, les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de 6 ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. La participation se fait dans l'ordre du tableau sur la base de volontariat
les conseillers municipaux remplissent les conditions requises peuvent manifester leur souhait de faire partie de la commission. Nous avons proposé en titulaire Gérard Favori, Myriam Chemin, Xavier Bragna, et en suppléant Ludmila Verhaguet, Stéphane Faliven et Camille Dumaître. Pour la liste Émeraville au cœur, il nous faut un titulaire et un suppléant. Titulaire Monique Ma, suppléante Élodie Thomas. Pour liste ensemble pour Émeraville. Titulaire Denis Robinet, suppléant Jacques Huleux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Constitution de la liste des candidats à la commission communale des impôts directs. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de constituer une nouvelle commission communale des impôts directs. La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale, dresse avec le représentant de l'administration la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation correspondants. Elle participe également à l'évaluation des propriétés bâties. Elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci se compose d'un président, donc le maire, et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Ce qui nous fait pas mal de... pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde. Donc en fait, on a toute la liste, les 3 listes en fait, dans sa totalité. Il faut le voter quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Nous avons ensuite les désignations des représentants de la commune au conseil d'école. Le conseil d'école est une instance essentielle à la vie scolaire du premier degré. Il réunit les représentants de la communauté éducative afin de traiter des questions relatives au fonctionnement de l'école, aux projets d'établissement, aux activités périscolaires et aux conditions matérielles d'accueil des élèves. Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et à son article D411-1, la commune est représentée au sein de chaque conseil d'école, notamment par le maire ou son représentant, ainsi que par des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Cette représentation permet d'assurer une représentation effective de la commune dans toutes les écoles, de participer à l'élaboration et au suivi de projets d'école, de contribuer aux décisions concernant la sécurité, le fonctionnement et l'organisation des activités scolaires, et enfin de faciliter la communication entre la municipalité et les parents d'élèves. Donc nous proposons Madame Laetitia Maes sur le groupe scolaire Malnou 2, Madame Myriam Chemin, groupe scolaire Lavoisier, Madame Nathalie Quignon, groupe scolaire La Marlambuche, Madame Ouri Diabira, groupe scolaire Jean Jaurès, et Madame Ludmila Verhaguet, groupe scolaire Bois d'Emery. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On s'abstient? Non, pardon. À majorité. Donc ça fait 4. À 5 abstentions. Désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du collège Van Gogh. Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spécialisée sont des établissements publics locaux d'enseignement.
Au titre de l'article L. 421-2 du Code de l'éducation, ces établissements sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de 24 ou de 30 membres. Celui-ci comprend pour un tiers des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées. Pour un tiers des représentants élus du personnel de l'établissement et pour un tiers des représentants élus des parents d'élèves et d'élèves. Nous proposons Madame Lamia Guémouri pour étant membre titulaire et Madame Nathalie Quignon, membre suppléant. Qui est contre? Abstention? Cinq abstentions. Voté à la majorité. Désignation d'un correspondant défense. À la suite d'une circulaire en date du 26 octobre 2001, le secrétariat d'État et aux anciens combattants, chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Ces missions s'articulent autour de 3 axes: la politique de défense, le parcours citoyen et la mémoire et le patrimoine. Nous avons proposé Benjamin Land pour représenter ce projet de délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Voté à la majorité. Désignation des représentants de la commune au comité syndical du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris sur les énergies et les réseaux de communication. Ce qu'on appelle le CIPREC. C'est un établissement public de coopération regroupant de nombreuses collectivités territoriales autour de la région parisienne. Elle a pour mission principale la production, l'achat, la distribution et la commercialisation d'énergie électrique, de services associés, la mise en œuvre de projets collectifs liés aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, l'accompagnement des collectivités membres de la transition énergétique et la modernisation de leur infrastructure électrique et numérique. Nous vous proposons M. Stéphane Dénard en délégué titulaire et de Mme Lamia Guémouri en déléguée suppléante. Qui est contre? Abstention? Il n'est pas contre? La majorité. Désignation des représentants de la commune proposés au préfet pour siéger à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lognes et Meurinville. La commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lognes et Meurinville constitue une instance de concertation instituée par l'État, placée sous l'autorité du préfet et réunissant des différents acteurs concernant pour l'activité de la plateforme aéroportuaire. Cette commission a pour mission principale de favoriser le dialogue entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les usagers de l'aérodrome et les associations de riverains sur l'ensemble des sujets liés aux impacts environnementaux de l'activité aéronautique. Elle est notamment consultée sur les questions relatives aux nuisances sonores, à la qualité de l'air, à l'évolution des activités aériennes, ainsi qu'aux mesures de réduction et de prévention sur les impacts de l'environnement et de la population. On propose Nathalie Quignon et Emmanuel Loumet. Pardon? Non. Qui est contre? Abstention. 5 abstentions. La majorité. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de
l'Association pour la gestion d'œuvres sociales, appelée AGOS. L'Association pour la gestion d'œuvres sociales, dont le siège se situe 56 avenue Charles-Brun à Émerainville, couvre 3 résidences pour personnes âgées. Ces 3 résidences cumulent 320 résidents et emploient 200 salariés. L'Association de la gestion d'œuvres sociales est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de bénévoles investis autour de l'accompagnement des personnes âgées. Nous vous proposons Madame Ghislaine Favori en tant que titulaire et de Madame Myriam Chemin en tant que suppléante. Qui est contre? Abstention. 5 abstentions. La majorité. Désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal pour la gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour les handicapés de Lagny-sur-Marne. Le syndicat intercommunal pour la gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés de Lagny-sur-Marne est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs collectivités territoriales dont la commune d'Émerainville. Dans ce cadre, le syndicat a pour mission principale d'assurer le fonctionnement, l'entretien et le développement des centres spécialisés dans l'accueil, l'accompagnement, la pédagogie et la réadaptation de personnes en situation de handicap. Ces structures ont vocation à proposer un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique et social adapté aux besoins des publics accueillis en favorisant leur autonomie, leur insertion et leur bien-être. Nous avons proposé en membre titulaire Madame Myriam Chemin et Madame Ghislaine Favori et en membre suppléant Madame Nathalie Quignon et Monsieur Stéphane Faliven. Qui est contre? Abstention? À la majorité. Fixation du montant des indemnités de fonction des élus. Conformément à l'article L. 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation du conseil municipal. Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Le maire peut prétendre à cette indemnité dès le jour de son élection. Donc sur une population entre 3500 et 9999 habitants, le taux maximum est de 58,30%. Annuellement, ce qui nous fait 28 757,23 pour le montant brut des indemnités pour la totalité, enfin pour le maire. Pour les adjoints, un taux maximum de 23,32%, ce qui nous fait 11 502,89 € annuels. Ce qui nous fait pour le maire 56,46% de l'indice brut du terminal de fonction publique. Et ensuite, les maires adjoints, 19% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Et les conseillers délégués à 4,55% de l'indice brut. Ce qui nous fait pour le maire, on parle en montant brut, ça n'a pas évolué, donc 2320,80 € en brut. Les maires adjoints, 781 € et les conseillers délégués, 187,03 €. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité. Délibération obligatoire sur le droit des formations des élus. La formation des élus municipaux constitue un droit individuel destiné à leur permettre d'exercer efficacement leur mandat. Ce droit est encadré par les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que chaque élu doit bénéficier
de formation adaptés à ces fonctions. Les frais de formation, frais pédagogiques, de déplacement et, cas échéant, de séjour constituent une dépense obligatoire pour la commune dans la limite du montant plafonné correspondant à 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Proposition à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne des représentants de la commune au syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers, le CITREM. Le syndicat mixte pour l'enlèvement et les traitements des résidus ménagers est un établissement public de coopération intercommunale chargé d'assurer la gestion, le traitement et la valorisation des déchets ménagers sur les territoires de ses communes membres. À ce titre, il assure notamment la collecte des déchets, leur traitement, leur valorisation, notamment énergétique. Dans le cadre de renouvellement du conseil municipal, il convient de proposer à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne des nouveaux élus pour représenter la commune au sein de ce syndicat. Nous proposons Madame Martine Stocker et Monsieur Guillaume Courtois. Je pense que c'est pas à voter puisque c'est la communauté d'agglomération qui va prendre. On vote quand même pour leur proposer. Donc qui est contre? Abstention. 5 abstentions à la majorité. Délibération également pour une proposition pour la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne sur les représentants de la commune au syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée, ce qu'on appelle le SIAM. Le syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée est un établissement public de coopération intercommunale régi par les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Il exerce pour le compte de ses communes membres la compétence relative à l'assainissement collectif, comprenant notamment la collecte, le transport et les traitements des eaux usées, ainsi que, le cas échéant, la gestion des eaux pluviales. À ce titre, le syndicat est chargé de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public d'assainissement. Il veille au respect des prescriptions réglementaires applicables, notamment en matière de protection de la santé publique, de la salubrité et de la préservation de l'environnement. Nous vous proposons membre titulaire M. Guillaume Courtois et membre suppléant M. Olivier Land. Qui est contre? Abstention. 5 abstentions à la majorité. Nous arrivons à l'approbation, au débat d'orientation budgétaire 2026. Rapport d'orientation budgétaire qui a été préparé pour l'année 2025 par l'ancienne équipe et qui a été revu par la nouvelle équipe pour la partie budget 2026. Est-ce que nous lisons le rapport d'orientation budgétaire où on fait succinct avec le contexte général qui est international, national, comment vous voulez voir les choses? Puisque vous avez modifié. On peut être assez succinct sur le contexte général. Après, on peut éviter de tout lire sur les peut-être. Je ne sais pas si on va peut-être le mettre affichage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sur le contexte général, rien ne changera, quelle que soit la ville où on est. La situation économique de la France, l'activité réside face à une incertitude politique. Quel que soit où on Excusez-moi, c'est juste ce que vous avez changé.
Oui, non, mais en fait, les personnes qui sont présentes peuvent aussi avoir Ah oui, peut-être non, bien sûr. un résumé Ah non, de excusez-moi, non, non, c'était 2025. pour vous faire gagner du temps, hein, c'est tout. Bon, après, on est... donc la croissance française est attendue à 1% en 2026. Elle est particulièrement dynamique au troisième trimestre 2025. C'est la page 3. À commencer par l'aéronautique, dont le rythme des livraisons continuerait d'augmenter au cours des prochains trimestres. On a une incertitude politique qui a coûté 0,2 à 0,3% de croissance en 2025, qui continuera à freiner la reprise en 2026, et particulièrement la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Sur le climat de l'emploi, page 4, sur un an, l'emploi salarié privé a baissé de 0,5% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de baisse d'une année sur l'autre, après près de 4 ans d'augmentation. En glissement annuel, les salaires horaires ont légèrement ralenti à 2%, après 2,5% au premier trimestre. Le taux de chômage est resté stable au deuxième trimestre 2025 à 7,5%. Il augmenterait légèrement en 2026 à 7,6%, la croissance du PIB étant attendue sous son potentiel dans un contexte d'incertitude politique persistante. Sur quoi on pourrait... Par contre, sur l'effort financier demandé aux collectivités. Le PLF 2026, page 7, fait peser un effort significatif sur les finances locales dans le cadre de redressement des comptes publics. Le gouvernement avait prévu une contribution des collectivités autour de 4,6 milliards pour 2026 contre 2,2 milliards en 2025. Ce chiffre inclut diverses mesures de maîtrise des dépenses et prélèvements sur les recettes des collectivités. Sous pression du Sénat, ces efforts ont été allégés, dont la version parlementaire pouvant être amenée à environ 2 milliards d'efforts nets sur les collectivités. Cette pression financière traduit une participation accrue des collectivités au redressement du déficit public de l'État. Sur le maintien et l'ajustement de la DGF, la dotation globale de fonctionnement n'est ni réduite ni revalorisée, ce qui en termes réels peut représenter un effort contraint pour les collectivités face à l'inflation. En parallèle, les dotations de solidarité urbaine et rurale progresseront. Cependant, l'enveloppe totale de la DGF étant gelée, ces hausses seront intégralement financées à l'intérieur de la DGF. Le dispositif hausse des cotisations patronales poursuit de l'augmentation progressive du taux jusqu'en 2028. Ça continue. Baisse des fonds de soutien, fusion et ajustement des dotations d'investissement. Le fonds vert soutien à l'investissement est réduit de plusieurs centaines de millions d'euros. Son budget passe de 1,15 milliard à 0,84 milliard. Donc voilà, c'est le moment d'aider pour l'achat des véhicules électriques. Mais... Dotation classique qui devait être initialement fusionnée dans un fonds d'investissement des territoires reste finalement en état, avec un maintien de la DETR et une baisse de la DSIL. Mesures diverses, augmentation progressive de la TGAP, dont le coût est supporté par la collectivité dans chaque tonne de déchets enfouis ou incinérés. Une prime annuelle dite régalienne de 500 € pour les maires. La modification des règles de liaison entre les taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires et la taxe foncière, ainsi que les communes puissent augmenter le premier sans pénaliser les propriétaires résidant à l'année sur leur territoire. Le contexte local, qui intéresse un peu plus, le développement des intercommunalités a conduit à accroître les services des habitants sur le territoire, qui n'a permis ni une mutualisation des services, ni une rationalisation de la dépense publique en visant l'efficience. Aucune économie d'échelle n'a été réalisée, seuls des frais de fonctionnement supplémentaires ont été générés.
Dans son rapport d'orientation budgétaire, la CAPVM prévoit une réduction des dépenses réelles de fonctionnement de 2,69% par rapport au BP 2025. Pour les années à venir, il est envisagé une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de l'ordre de 2% pour le BP 2026 et 2027. Concernant les budgets annexes, tout ce qui est eau, assainissement, restauration communautaire, activités aquatiques et intercommunales, la CAPVM fait part de son souhait de limiter l'évolution de ces dépenses réelles de fonctionnement au maximum à hauteur de 2% du montant prévu du BP 2026. La CAPVM poursuit son désendettement progressif. Elle est fixée comme objectif d'améliorer la capacité de désendettement, et ce, qu'il soit compris entre 8 et 12 ans. Elle s'y approche avec l'objectif de 12 ans. Vous avez l'analyse de rétrospective de la commune d'Emeraville. La section de fonctionnement représente les fluctuations de ces derniers exercices concernant les opérations réelles, hors opérations mixtes, chapitres 68 et 78, correspondant aux provisions et opérations d'ordre d'amortissement, d'ordre de transfert. Les recettes réelles de fonctionnement sont en constante évolution depuis 2021, tandis que les dépenses réelles de fonctionnement, après une progression constante, ont été contenues en 2025. Recettes de fonctionnement. Le résultat provisoire de l'exercice 2025 fait apparaître un montant total des recettes de fonctionnement de 14 108 623 €. Ces recettes réelles de fonctionnement sont réparties de la façon suivante. Vous avez 5,2% qui sont en produits et services, 72,3% sur les impôts et taxes, 12% de dotations et de participation, 10% d'autres produits de gestion courante, 0,2% produits financiers et exceptionnels, 0,2% d'atténuation de charges et 0,1% de reprise sur provision. La hausse des recettes de fonctionnement entre les exercices budgétaires 2024 et 2025 est principalement due à la hausse des contributions directes de près de 3%, liées à la revalorisation des bases locatives et à la hausse des autres produits de gestion courante. Le résultat de ces dernières ont été plus que doublés entre 2024 et 2025, du fait de la décision de l'ancienne municipalité de procéder au titrage des titres de recettes à hauteur de 685 744,03 € afin de demander le remboursement d'une double facturation de 6 berceaux entre 2018 et 2024 et une compensation de la remise en état des locaux entre 2018 et 2024 sur la crèche des jeunes pousses. Les recettes de fonctionnement sont donc en hausse du fait de l'intégration de cette recette qui n'est réellement pas perçue, puisque non réglée par l'ancien titulaire de la délégation de service public, le non-suivi des clauses de cette DSP pendant ces 6 années fait courir un risque d'un contentieux avec ses anciens délégataires et absence de certitude sur un encaissement réel de cette somme à l'avenir. L'évolution des impôts et taxes, chapitre 73 impôts et taxes, 73% des recettes réelles de fonctionnement en 2025 correspond aux recettes perçues telles que les contributions directes, c'est-à-dire taxes foncières sur les propriétés bâties, non bâties, taxes d'habitation et des résidences secondaires, l'attribution de compensation de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, la taxe sur l'électricité, la taxe locale sur la publicité extérieure, ainsi que la taxe additionnelle aux droits de mutation. La hausse des bases décidée par l'État a provoqué une augmentation de 1% sur les recettes de contribution directe. Vous pouvez constater page 14 sur la taxe foncière bâtie. Nous sommes à 64,27% depuis 2023.
Voilà. Pour rappel, le passage de 39%, 39,27%, qui est jusque 2020, de passage de 39,27% à 57,27% entre 2020 et 2021, est dû à la réforme de la taxe d'habitation qui a conduit au transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti au bloc communal à hauteur de 18%. Qu'est-ce que nous avons changé? Les dépenses de fonctionnement. On est page 17. Le résultat provisoire de l'exercice 2025 fait apparaître un montant total des dépenses réelles de fonctionnement à 11 971 609 euros contre 12 158 435 en 2024. Ces dépenses réelles de fonctionnement sont réparties de la façon suivante. 36% à peu près de charges à caractère général, pratiquement 59% de personnel et frais assimilés, 0,3% d'atténuation de produits, 2,9% d'autres charges de gestion courante, 1,2% de charges financières, 0% en charges exceptionnelles et 0,4% en provisions. Les dépenses du personnel, les effectifs des agents de la commune sont les suivantes. Jusqu'en 2025, 150 emplois budgétés et 131 effectifs pourvus. Alors qu'en 2024, on avait 185 emplois budgétés et 125 effectifs pourvus. Les effectifs ont légèrement progressé en 2025. Pour autant, la hausse de la masse salariale a été contenue à plus 1%, s'élevant à 7 047 065 euros. Depuis 2020, la masse salariale a progressé de plus de 1,1 million d'euros, soit en augmentation de 19%. Cela est le fruit de décisions d'augmentation successives de la rémunération des fonctionnaires par l'État, de la hausse des cotisations sociales, de nouvelles obligations, comme la protection sociale complémentaire, la part prévoyance et la part santé. Il apparaît plus que nécessaire de faire un audit complet des parcours et compétences des agents en interne afin de limiter au maximum le recours aux prestataires extérieurs, en favorisant le savoir-faire de nos agents municipaux afin d'être un employeur attractif en termes de primes afin de pouvoir conserver ou recruter des agents publics en qualité en gardant la maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement. 2024, nous étions à 6 972 563 euros. On est passé en 2025 à 7 047 065, plus 1,07%. Malgré ces hausses sur la masse salariale, la part des dépenses du personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement reste comprise entre 57 et 59% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce ratio est supérieur à la moyenne des villes d'une strate de 5 000 à 10 000 habitants, s'établissant à 56,40%. S'il explique notamment du fait du nombre de structures de petite enfance sur la commune, avec des agents de la filière sociale et médico-sociale occupant des postes à pourvoir, il a fait part des points de vigilance adressés par la Chambre régionale des comptes lors de son contrôle qui nécessitera la mise en place d'un vrai plan de contrôle interne. Focus sur les dépenses juridiques. Il a noté que celles-ci se décomposent en deux parties, le conseil juridique pour les démarches du quotidien, le service contentieux réservé à la défense dans les différents procès à la ville. Sur ce sujet, on sera beaucoup plus clair, on fera un dossier sur l'argent dépensé sur les affaires juridiques. La commune a par le passé demandé que ces dépenses, au même titre que les dépenses informatiques, puissent être mutualisées par la CAPVM. Sur les cotisations d'assurance que l'on paye de plus en plus cher,
Lors du renouvellement du marché d'assurance en 2024, la commune a éprouvé des difficultés à trouver un prestataire. En effet, de moins en moins de compagnies souhaitent assurer les collectivités. Certaines communes font même le choix périlleux de s'auto-assurer. Les dépenses d'assurance poursuivent leur progression en 2025 à près de 145 000 euros. Cette dépense, afin d'être assurée, a donc doublé en deux ans, puisqu'elle n'était que de 72 000 euros en 2023. De plus, les coûts de franchise se sont envolés, 250 000 euros pour les tempêtes, catastrophes naturelles, 100 000 euros pour les incendies, attentats, 50 000 euros pour les dégâts des eaux notamment. Sur les dépenses de restauration scolaire, après une hausse continue des dépenses de restauration scolaire entre 2021 et 2024, cette dépense est en baisse de plus de 9% en 2025, liée principalement à la baisse des effectifs dans les cantines scolaires. Sur les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement contiennent notamment des acquisitions d'immobilisation incorporelle, frais d'études préalables à des travaux d'investissement ou documents d'urbanisme notamment, ainsi que les dépenses d'équipement. Voici l'évolution des dépenses d'investissement. C'est page 23. Donc on voit les dépenses réelles d'investissement, emprunts et dettes assimilées supérieures en 2025. On voit des dépenses réelles d'investissement en immobilisation en cours qui augmentent également. Et des dépenses réelles d'investissement, immobilisation corporelle en diminution. Les dépenses réelles d'investissement sont constantes à 2,8 millions d'euros depuis 3 exercices. Il est à noter qu'en 2025, ces dépenses réelles d'investissement sont augmentées de 551 945,60 euros de refinancement de dettes dans le cadre de la renégociation de 3 emprunts à taux variable et pour leur passage à taux fixe. La répartition des dépenses d'investissement est la suivante. Donc vous avez 15% en emprunts et dettes assimilées, vous avez 42% en immobilisation corporelle. C'est la répartition des dépenses réelles et d'investissement. Vous avez 8% en immobilisation en cours et 5% en immobilisation incorporelle. L'année 2025 a été marquée par des principaux investissements. Suivant par les dépenses d'immobilisation incorporelle, la refonte du système informatique, 87 408 euros, qui ont commencé en 2025 et ça faisait quelques années que ça attendait. Les missions d'AMO en vue de la transformation de la halte garderie, 25 667 euros. Parmi les dépenses d'immobilisation corporelle, vous avez les travaux de voirie et de postes d'équipement de voirie à hauteur de 187 889 euros. Vous avez des travaux de rénovation des logements communaux et de fonction, 160 540 euros. Des travaux et acquisitions nécessaires à la refonte du système informatique, 142 699 euros. Des travaux de sécurisation des accès aux groupes scolaires, ECLAIM, visiophone, alarme intrusion, alarme incendie à hauteur de 86 753 euros. Vous avez également des travaux sur notre réseau de vidéoprotection et remplacement des caméras de vidéosurveillance à hauteur de 74 669 euros. L'acquisition de véhicules pour renouveler la flotte de véhicules communaux à hauteur de 59 346 euros. Vous avez également des travaux d'étanchéité de la toiture de l'école primaire Bois d'Emery à hauteur de 49 286 euros. Parmi les dépenses d'immobilisation en cours, la transformation de la halte garderie en petite crèche à hauteur de 188 958 euros. L'état de la dette. La dette s'élève au 31 décembre 2025 à 7 19 600,41 euros. La collectivité a actuellement 21 emprunts en cours,
84% de l'état de la dette est à taux fixe, contre 75% fin 2024. 14% en taux variable, contre 23% fin 2024, et 2% à taux zéro inchangé. Tous nos emprunts sont sous forme classique sans risque financier majeur. En 2025, une seule évolution marquante est à noter, l'appel de fonds de 500 000 euros dans le cadre de l'emprunt contracté fin 2024 est inscrit en reste à réaliser de recettes pour 2025. Sur le tableau, page 26. Le capital restant dû au 31 décembre 2025 est calculé sans le dernier prêt contracté, un prêt de 500 000 euros. 500 000 euros étant en reste à réaliser de recettes à percevoir pour l'exercice 2026. La dynamique et l'évolution du capital de la dette par année. L'exercice 2025 est le 4e exercice consécutif pour lequel le capital remboursé est plus important que le capital emprunté, démontrant que le désendettement de la commune à la suite des emprunts rendus nécessaires pour les investissements réalisés pour les années 2020-2021. Page 27. Vous voyez l'évolution de l'annuité de la dette. La dépense d'investissement liée au remboursement du capital est en baisse depuis 2025, de même que la dépense de fonctionnement liée aux intérêts de la dette. Cela déduit une diminution de 6,5% de l'annuité de la dette entre 2024 et 2025. Le tableau d'en bas, vous voyez la hausse de l'annuité de la dette pour la période est due aux premières échéances de remboursement des emprunts élevés contractés en 2020, 1 million d'euros, et 2021, 2 500 000 euros. En 2025, un emprunt est arrivé à échéance. Sur l'évolution de la dette par habitant. Le ratio de la dette par habitant à Émerainville s'inscrit dans les standards d'une commune de notre strate. Elle est en régression constante depuis les emprunts élevés de 2020-2021, dû à l'investissement énorme de Guidru et des toitures des écoles notamment. La capacité de désendettement permet d'apprécier le poids de la dette par le rapport à la capacité d'autofinancement brut et la capacité de la collectivité à recourir à l'emprunt. Le ratio est de 3,23 ans pour 2025, loin des 12 ans, plafond national de référence. Sur l'évolution de la capacité d'autofinancement, l'épargne brute matérialise l'autofinancement dégagé sur les sections de fonctionnement sur un exercice. L'épargne nette représente le montant de cet autofinancement après le remboursement de l'annuité de la dette. Si ces deux ratios témoignent de la bonne santé financière de la collectivité sur le papier, il convient de prendre en compte l'héritage de la procédure mandature. Vous avez des titres de recettes de fonctionnement à hauteur de 685 774,03 € concernant la crèche des petits pousses qui apparaissent au résultat de l'exercice 2025 mais ne sont pas perçus et risquent potentiellement d'être annulés sur des exercices ultérieurs. Ces sommes n'ont pas été simplement inscrites pour gonfler le résultat de fonctionnement, je ne peux pas le dire puisque c'était... Vous pouvez peut-être répondre à ça. Un potentiel trop perçu de taxes d'aménagement qui s'est élevé à 850 000 €, non pris en compte également avant les élections municipales de 2026 et qui pourrait venir alourdir les dépenses d'investissement dans les exercices à venir. La non prise en compte de ce montant met en lumière la nécessité d'élaborer un véritable plan pluriannuel d'investissement inexistant jusqu'à présent, afin de prendre en compte les investissements à venir et l'héritage du passé. Sans oublier l'affaire Pylos, toujours en état de sursis à statuer, qui pourrait aussi considérablement impacter le budget communal. Sur les orientations budgétaires 2026,
Le budget primitif 2026 s'articulera autour des objectifs suivants. Un audit financier et stabilité fiscale. La situation financière de la commune était annoncée saine depuis de nombreuses années. Il s'avère à la lecture de l'analyse rétrospective ci-avant que des incertitudes existent avec des sommes considérables. Cela confirme notre volonté d'engager un audit financier complet et indépendant pour connaître la situation financière de la commune héritée de la précédente mandature. Une revue des contrats sera engagée afin de clarifier les engagements et préserver les finances de la commune avec la mise en concurrence systématique des prestataires. Parallèlement, il sera mis fin au doublon entre le recours aux prestataires extérieurs et au travail des agents municipaux. Priorité sera donnée au savoir-faire de nos agents. Si les baisses des dotations et inflation post-Covid rendent l'équilibre budgétaire délicat à chaque préparation budgétaire, la hausse des taux d'imposition en 2023 pour maintenir une offre de services publics riche et engager des investissements fait d'Hémerainville une des communes de Seine-et-Marne aux taxes foncières le plus élevées. Ainsi, afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants, le taux de fiscalisation sera maintenu à l'identique en 2026. La préservation du cadre de vie de la maîtrise de l'urbanisme. Depuis la vente à l'Île-de-France Nature fin 2023, le projet de coulée verte et l'implantation du projet agricole urbaine de la plaine nord est enlisé. Les contacts seront rétablis pour que ces projets puissent aboutir. On verra sous quelle forme. L'enjeu primordial de ce début de mandat sera la mise en place d'un véritable plan de propreté de notre ville, dont les espaces verts et les rues sont trop souvent laissés à l'abandon. Un chantier majeur sera engagé sur la mandature, la rénovation thermique avec la priorité donnée à l'isolation des bâtiments, au changement de mode de chauffage et au déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Logne et Hémerainville, voté début 2019, nous fait sortir légalement et autoritairement la loi SRU. La commune est depuis dans l'impossibilité de permettre de nouvelles constructions dans certaines zones et exemptée des obligations de la loi SRU. Pour autant, un enjeu majeur de l'année 2026 sera la gestion de l'affaire Kingston, construction de 68-69 logements boulevard du Clos de l'Aumône, parcelle A numéro 674 et 623. La tentative de préemption hors délai qui a été déposée par l'ancienne majorité sans sérieux projet d'intérêt général en amont, ajouté à la délivrance d'un certificat d'urbanisme signé par le maire du 19 décembre 2023, auront pour conséquence que la préemption n'aboutira à rien en l'état, et si ce n'est à dépenser inutilement des frais juridiques. Il est avéré que la municipalité n'a plus réellement les moyens d'action sur ce projet. Il n'empêche que l'on se battra jusqu'au bout, alors non pas pour annuler la construction, puisque la construction sera obligée, elle se fera, puisque en fait on n'a aucun poids. Bravo. Quel mensonge. Comment vous... Je peux prendre la parole? Non, connaissez. Laissez-moi terminer, parce que vous ne connaissez pas le dossier. La ville dispose d'un service de police municipale composé de 17 agents pour assurer la tranquillité des habitants. Elle a par ailleurs développé un réseau de vidéosurveillance fort de 84 caméras de vidéosurveillance de voies publiques. L'investissement dans du matériel adapté se poursuivra en 2026, de même que le renouvellement des caméras et l'implantation de nouveaux points vidéo dans les quartiers non pourvus. La prévention sera également remise au goût du jour afin d'avoir, avant qu'il ne soit pas trop tard, en relançant le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CSPD, à travers de nouveaux axes et de groupes de travail adaptés à la réalité 2026. Sécurité publique, harcèlement, cyberharcèlement, violence intrafamiliale, alternative à l'exclusion scolaire.
La transformation de l'actuelle halte-garderie en petite crèche de 20 berceaux s'achèvera en 2026. Cela permettra d'augmenter la capacité actuelle qui est déjà bien supérieure à la moyenne nationale et de mettre en conformité des locaux qui n'étaient plus aux normes. Le soutien aux écoles sera amplifié avec la mise en place des conditions d'apprentissage optimales, avec des équipes d'animation et d'encadrement du périscolaire ainsi que des investissements pour la rénovation de nos établissements scolaires. Des moments de rassemblement des habitants doivent être restaurés. C'est ainsi que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en place des fêtes de fin d'année, des kermesses dans nos écoles. Une nouvelle dynamique sera également lancée à destination de la jeunesse, rénovation du city-stade du Bourg, aide aux jeunes pour se lancer dans la vie active. La Maison de la Famille maintiendra ses dispositifs concernant l'enfance et la petite enfance en proposant des activités régulières. Nous évoluerons progressivement vers des services plus simples et plus proches, et ça met du temps. La remise à plat du système de préinscription enfance-jeunesse sera lancée. Une ville solidaire, cette année encore, une subvention de plus de 35 000 € sera versée au CCAS d'Hémerainville afin de pouvoir venir à l'aide aux personnes en difficulté et âgées, mais aussi pour que nos aînés profitent des moments de convivialité, subvention à laquelle il convient d'ajouter les frais du personnel et des frais généraux. Nous évoluerons progressivement vers la création d'un comité du bien vieillir en renforçant l'aide de personnalités aux démarches administratives. Des événements de solidarité seront également lancés, tels que les collectes ou des soirées caritatives. Une ville qui retrouve de la vie et du dynamisme. Hémerainville doit revenir une ville qui vit, qui crée, qui rassemble, à travers une programmation culturelle moderne, variée et accessible à tous. En 2026, une nouvelle saison culturelle et festive sera proposée en optimisant pleinement l'espace scénique de l'espace Guide-Rue, permettant d'accueillir 600 personnes. À travers les activités de l'espace Syntex, les habitants se voient offrir un large panel d'activités. De plus, les activités sportives, culturelles et de loisirs qui font vivre la ville seront accompagnés, leurs projets seront facilités et leurs initiatives encouragées. Ainsi, dès septembre 2026, le Forum des associations sera totalement repensé afin de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'engager. Le dynamisme du secteur associatif qui se développe et nécessite des créneaux supplémentaires dans les locaux communaux ne doit plus être opposé aux volontés des habitants de pouvoir louer des salles festives. Ainsi, la location de salles à des particuliers sera relancée. La création d'une structure de maison de santé pluridisciplinaire attractive pour l'installation de jeunes praticiens est en passe de s'achever, financée à hauteur de 80% par des subventions. Sécurité informatique de notre administration. L'administration poursuivra en 2026 la mutation à travers la poursuite de rénovation de son système informatique. Je crois que c'est la dernière phase. Réseau, tout ce qui est serveur, tout ce qui est cybersécurité. Cette refonte initiée en 2024 prendra fin en 2026 avec un système totalement opérationnel et sécurisé. Parallèlement, la modernisation de l'information des écoles sera poursuivie. Sur la section de fonctionnement, en dépenses, pour la seconde année consécutive, la plus grande incertitude a régné pendant longtemps lors de la préparation budgétaire. En effet, l'examen de la loi de finances de 2026 de l'État, qui s'est poursuivi après le 31 décembre, a conduit à l'adoption du budget par 49.3 et au rejet des motions de censure déposées début février 2026. Pour l'établissement du budget primitif 2026, il convient de prendre en compte les paramètres suivants. Hausse de 3% des cotisations retraite, révision des prix des contrats de délégation de services, intégration d'une prévision d'annulation de titres sur l'exercice antérieur lié au contentieux de la DSP et de la crèche des jeunes pousses, intégration en dépenses de 164 814 €
de mandats bloqués en 2025 concernant les crèches, les jeunes pousses et les canailloux. Par ailleurs, le changement de majorité municipale à l'issue des élections du 15 et 22 mars 2026 a nécessité un travail conjoint des nouveaux élus avec la direction de ressources sur 4 jours afin d'appréhender les grandes masses budgétaires de l'exercice 2026 et de procéder à des premiers arbitrages sur les orientations budgétaires. Le total des dépenses de fonctionnement hors amortissement et virement des sections à sections s'élève pour nos provisions actuelles à 13 717 412 euros contre 12 425 982 euros en 2025, soit une augmentation de 10,39% en un an. Les amortissements en 2026 s'élèveront à 1 242 000. Voici la projection du budget de fonctionnement 2026 par chapitre hors amortissement comparé à l'état réalisé des précédents exercices budgétaires. Donc, projet 2026, nous sommes à 4 932 404 euros en charge de caractère exceptionnel. On était à 4 339 865 en 2025. Pour le personnel et frais assimilés, en 2025, nous étions à 7 047 065. En projet 2026, nous sommes à 7 399 688. En atténuation de produits, nous étions à 39 423 euros. On passe à 40 000 euros. Autre charge des gestions courantes, on passe de 344 155 à 432 045. Charges financières, nous passons de 149 225 152 500. Charges exceptionnelles, 972, on passe à 685 775. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, suite à l'équipe majoritaire précédente. Les principaux postes de dépenses de fonctionnement prévus sont les suivants. Dépenses du personnel formation, indemnité des élus à 7 595 998. Dépenses liées aux services techniques et CTM, 1 049 500 euros. Dépenses énergétiques, 676 000 euros. Dépenses liées à la réussite éducative, 688 131 euros. Dépenses liées à la petite enfance, 789 024 euros. Dépenses liées au nettoyage des locaux, 384 000 euros. Dépenses liées à l'informatique et à la téléphonie, 455 224 euros. Les charges financières liées aux intérêts de la dette sont évaluées à hauteur de 152 500 euros pour 2026, chiffre quasi similaire au réalisé 2025. Après une hausse consécutive au déclenchement des remboursements d'emprunts contractés sur la période de 2020-2022 et une hausse des taux d'intérêt de nos emprunts à taux variable, dont la majorité est indexée sur le livret A, les intérêts poursuivent leur baisse en 2026. Des charges exceptionnelles sont envisagées en 2026 à hauteur de 685 775 pour des annulations de titres. On en parlait précédemment sur l'exercice antérieur. Il s'agit d'envisager l'annulation des titres passés en 2025 concernant le remboursement d'une double facturation des 6 berceaux entre 2018 et 2019 et une compensation pour la remise en état des locaux entre 2018 et 2024 sur la crèche Les Jeunes Pousses. Ces titres n'ayant été réellement payés par l'ancien délégataire de la DSP, il est plus prudent d'envisager l'inscription de leur annulation au BP 2026. Des provisions sont également prévues à hauteur de 50 000 euros pour risques financiers. Ces derniers concernent le contentieux de Pylos. Malheureusement, 50 000 euros, je ne sais pas ce qu'on va faire avec 50 000 euros par an, vu ce qui est censé nous attendre dans très peu de temps. Il est à noter dans la perspective du bilan de compte de gestion 2025 que les provisions constituées sur les derniers exercices s'élèvent à 280 000 euros pour ce contentieux avant l'élaboration du budget primitif 2026. Néanmoins, ce montant de provisions constitué risque très en deçà de l'évolution du risque financier réellement encouru par la commune
Dans le cadre du contentieux, plus de 4,8 millions demandés en réparation des préjudices subis par la partie adverse. En recette, il n'est pas envisagé de hausse de taux de la fiscalité en 2026. Il a été néanmoins annoncé une revalorisation de l'État des bases locatives de 1% par rapport à 2025. Les premières informations reçues confirment une stagnation de la dotation globale de fonctionnement et de l'attribution de compensation à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Voici la projection du budget de fonctionnement 2026 par chapitre comparé à l'état réalisé des précédents exercices budgétaires. Donc sur le produit des services du domaine et des ventes diverses, nous passons de 738 000 €, 0,92 en 2025 à un projet 2026 à 1 470 452. Impôts et taxes, nous passons de 10 203 990 € à 10 102 988. Dotation et participation, on passe de 1 695 280 à 1 539 884. Autres produits de gestion courante, on passe de 4 611 € forcément à 609 500 €. Produits financiers exceptionnels, 21 889, on passe à 60. Attribution de charges, nous passons de 30 761 à 20 000 € et reprise sur provision de 14 900. Les principales prévisions de recettes de fonctionnement envisagées sont les suivantes. Les contributions directes à 7 510 000 €, la dotation globale de fonctionnement à 690 000 €, l'attribution de compensation à 1 982 388, des subventions de fonctionnement perçues par la caisse d'allocation familiale et du département de la Seine-et-Marne à hauteur de 495 000 €, des produits de services et du domaine 1 470 452, dont 550 000 € d'indemnisation dans le cadre du litige de construction de l'espace scénique Guidru. Je vous rappelle qu'on est toujours en train de creuser autour de l'extension qui a été faite, puisque la construction elle a été faite sans non, les pieux, a priori, ils ont été mis en place, mais sans l'isolation, d'étanchéité, goudron extérieur. Donc, en fait, l'humidité passe par les parpaings et il y a tout à refaire. Voilà. Donc, on attend les assurances et c'est à hauteur de 700 000 € ou 750 000 € de travaux. Pris en charge par les assurances. Des revenus des immeubles loyers des logements communaux, recettes reçues suite à la remise en location de certaines salles communales, 491 000 €, de la taxe sur les droits de mutation, 350 000 €. Le total des recettes de fonctionnement s'élève pour l'heure à 13 792 266 contre 13 607 853 en 2025, soit une augmentation de 1,36% par an. Et enfin, pour la section d'investissement, les dépenses, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 334 463 € 14 centimes. Le budget global de dépenses d'investissement comprendrait notamment des projets suivants. La transformation de la halte garderie, elle est déjà lancée, mais il reste 107 000 € sur l'exercice 2026. Des travaux pour la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire salle Gavroche, elle a été faite en 2025, mais merci, on nous le met sur 2026. La fin de la refonte de système informatique de la commune, 234 000 €. Des travaux de voirie qui ont été faits en 2025, mais on l'impose en 2026, 175 000 €. Des travaux d'éclairage public également entamés et on nous impose 382 000 €. Et la reprise des travaux sur l'espace Guidru dans le cadre du contentieux qui est à peu près à 740 000 €. Le remboursement de la dette en capital est prévu à hauteur de 754 000 €. Voilà déjà l'impact que l'on a déjà sur notre budget 2026. Par ailleurs, il est important de préciser que le total des engagements et mandats déjà réalisés sur l'exercice 2026 en investissement avant les élections municipales de mars 2026 s'élève déjà à 717 287 €. Or, reste à réaliser, ce que je vous ai dit avant.
Ces engagements signés avant même le vote du BP 2026 vont limiter la capacité d'action de la nouvelle municipalité en 2026. En recettes, les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 1 405,51 €. L'investissement en 2026 pourrait être financé principalement par les recettes suivantes. Le fonds de compensation de la TVA estimé à 210 800 €, les subventions d'investissement liées au fonds d'aménagement communal du département de Seine-et-Marne à hauteur de 168 006 €, un fonds de concours de la CAPVM pour la création de la maison de santé pluridisciplinaire Salle Gavroche notifié à 18 513 €, des dotations d'amortissement à hauteur de 1 242 000 €, la part de la taxe d'aménagement à hauteur de 5 000 € et l'excédent de fonctionnement capitalisé à partir du compte financier unique 2025 estimé autour de 250 000 €. Un éventuel recours à l'emprunt en fin d'année en deçà de remboursement du capital. C'est toujours l'habitude, 500 000 € d'emprunt en fin d'année. Conclusion, la préparation budgétaire par la nouvelle municipalité pour l'année 2026 s'effectue dans un contexte incertain pour les collectivités territoriales. Il convient donc d'être extrêmement prudent, tant dans l'estimation des recettes à percevoir que dans les dépenses à engager. Cette année doit permettre le lancement d'un audit complet de nos finances afin d'appréhender tout l'héritage issu de la précédente mandature. L'affaire pilote toujours en contentieux qui pourrait venir pénaliser financièrement la commune pour plusieurs années. Des titres de recettes de fonctionnement à hauteur de 685 000 € concernant la crèche Les Petits Pousses, les jeunes pousses, le potentiel trop perçu de la taxe d'habitation, qu'on n'a pas parlé, qui s'élève à 550 000 € non pris en compte avant les élections municipales. En fait, c'est France Pierre 1. La commune a reçu 850 000 € pour une taxe d'aménagement sur tout ce qui s'est construit autour du château à Malnou à hauteur de 850 000 €. Donc ça, c'était France Pierre 1. Et bizarrement, on a reçu un France Pierre 2 avec la même somme, 850 000 €. Personne n'a dit quoi que ce soit. Donc maintenant, l'État s'en est aperçu, il faut rembourser les 850 000 €. Merci pour l'héritage. La reprise des travaux sur l'espace Guidru suite à des malfaçons et un défaut de suivi des travaux dans le cadre du contentieux en cours, 740 000 € en dépenses d'investissement sans confirmation à date d'être indemnisé à 100%. Des factures bloquées à hauteur de 225 000 € suite à même défaut de suivi de la délégation de service public de la crèche et les Canailloux, exactement comme les jeunes pousses. Voilà, qui correspondent à des services réellement faits pour l'année 2025. L'héritage est certes lourd, mais il n'entravera pas la volonté de mettre en œuvre le programme de la nouvelle municipalité pour les 6 ou 7 prochaines années, qui est un engagement construit avec les habitants à partir de leur vécu et de leurs attentes. Il permettra d'accompagner les familles, d'offrir les perspectives à nos enfants, de respecter nos aînés et d'améliorer la proximité et le cadre de vie avec une méthode simple, l'écoute et la transparence. Plus que jamais, la recherche de mutualisation, de rationalisation, de subventions et de nouvelles recettes restera une orientation à privilégier pour conserver un service public qualitatif et mener des projets à établir un plan pluriannuel d'investissement étalé sur les prochaines années. Voilà. Merci pour cette liste de fausses vérités. Je voudrais simplement vous poser une question parce que pour le reste, je pense qu'on ira vraiment à la bagarre concernant les 68 logements. Vous voulez faire un cadeau, vous voulez que ce soit fait, on en parlera après. Quelque chose a attiré mon attention compte tenu des augmentations des charges patronales et du point d'indice du SMIC.
Comment est-ce que vous comptez pallier à ces augmentations dans votre budget? Vous avez dit. Vous l'avez parlé dans le débat dès le départ. Je n'ai pas marqué la page. Nous savons tous que, et c'est écrit, on peut le retrouver, les augmentations des charges patronales vont se faire, ainsi que l'indice du SMIC qui va augmenter. Donc, qu'on le sache ou qu'on trouve la page ou pas, vous avez prévu de faire quoi pour pallier à ces augmentations? L'augmentation des charges patronales, personne ne peut y faire. C'est imposé. Donc, qu'on soit Émeraville, qu'on soit Paris, qu'on soit Marseille, c'est pas ça, en fait, qu'on peut gérer. Nous, ce qu'on peut gérer, c'est le personnel. Avoir du bon personnel, avoir du personnel dans les services, c'est tout ce qu'on peut, on le sait, de toute façon, on nous oblige. C'est-à-dire que cette augmentation est déjà là, on sait qu'elle est là. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je ne vous ai pas vu dans la prévision mettre quelque chose en place. C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix, c'est une obligation. On nous l'impose. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez gérer? Quand c'est imposé, on trouve une solution. Qu'est-ce que vous proposez? Vous ne l'avez pas trouvé. Donc, la solution, il n'y en a pas, on vous l'impose. Merci pour la réponse. Voilà. Mais après, à nous d'aller chercher les subventions, je vous l'ai expliqué. C'est à nous d'aller chercher les recettes. Pas besoin de subventions pour payer les charges, les augmentations, les charges patronales. Ça n'a pas besoin de subventions. Oui. Encore là, c'est de l'amateurisme. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous allez abandonner la dette des petits loups, enfin de la DSPL? On a gagné un procès contre cette société qui avait exploité les petits filous. On a gagné, on a le résultat du procès. Pourquoi allez-vous arrêter le dossier? Vous voulez annuler cette dette? Parce que nous, on l'a mise en... Si. Elle va être... Il n'y a pas eu de procès. Non. Ça a été provisionné. Déjà, pourquoi déjà vous dites que... C'est pourquoi je dis... N'en parle pas pour le moment. Mais non, mais moi je peux en parler. On comprend très bien ce que vous voulez dire. Sauf qu'on fait un contrôle annuel. L'usage, c'est de faire un contrôle annuel du nombre de berceaux utilisés. Vous, au bout de 6 ans, vous vous réveillez et vous voulez faire un contentieux à la société et leur demander 700 000 euros. On est passé au tribunal. Non, il n'y a pas eu de jugement. Il faut vous réveiller. On attend le jugement, là. Il faut arrêter de croire ce que votre tête de liste disait. Ça, c'est comme le fameux dossier Kingston. Le dossier Kingston, il a signé. Donc, de toute façon, nous, on ne peut pas revenir en arrière. Ça a été signé... Vous pouvez, vous ne voulez pas. Non, on va se battre. On va se battre pour pas que ça ait lieu. Sauf qu'il a signé en 2022. Non, attendez. Il a fait semblant de se battre et de faire de la préemption. Alors Sauf attendez. Il a signé. Il a signé en 2022. On a les actes. Attendez, on va pas s'énerver. Il a signé en 2022, ce que vous dites, oui, mais ce n'était pas des logements sociaux à l'époque. C'est devenu des logements sociaux et c'est là où on a commencé à faire la procédure. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'il a signé les logements sociaux, c'est faux. C'était des logements pas sociaux à l'époque. C'était un petit immeuble de 68 logements avec 7% d'appartements sociaux. Ça s'est transformé en appartements sociaux dans la totalité. Et c'est là qu'on a commencé à faire la procédure. Donc on a fait une première procédure pour préempter. Seulement la préemption est arrivée un peu en retard, mais elle n'a pas été utilisée. Non, le juge ne l'a pas annulée, la préemption. Et d'autre part, après la préemption, vous avez encore la possibilité de faire l'expropriation. Donc vous avez encore beaucoup d'années devant vous avant de laisser construire cet immeuble. Si vous voulez vous battre, vous pouvez faire en sorte que même s'il devait être construit, ce ne serait pas avant 7, 8 ans, 10 ans. Et vous avez la possibilité de vous battre pour ça. Et pour ça, pour tous les habitants de Malnou, plus que pour nous, je vous demande de le faire.
Écoutez, nous, on va faire notre travail. Ce qu'il en est sur ce dossier, c'est qu'on récupère votre héritage. D'accord ? Monsieur le maire a signé le certificat d'urbanisme. Je suis désolé. Laissez-moi parler. Quand on signe un certificat d'urbanisme, c'est qu'on est d'accord pour le dossier. Non. Ah bah, Non. 12 ans, maire adjoint à l'urbanisme. Mais le dossier de départ n'est pas le dossier d'aujourd'hui. Non, je sais que vous avez... C'est pas ça. Il faut bien suivre le dossier. Et vous avez eu tous les détails du dossier. Il vous a été donné, le détail du dossier Non, vous mais a été attendez, donné. je peux parler ou... Oui, oui, vous pouvez. D'accord, merci, je vous remercie. Ensuite, il y avait la seule solution, c'est de préempter. Là aussi, c'est une catastrophe, vous avez été hors délai. Dites pas non, il a été hors délai. Maintenant, juge vous voulez... a déclaré que la préemption s'il vous est plaît, irrecevable. parce que je vais vous couper le micro. Non, je vous pose juste une Non, question. vous n'avez Coupez pas le de... micro. vous La avez dictature, pas ça de- ne marchera pas ici. Non, non, non. Oh. Là, vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que j'explique aux Émorinvillois qu'il va falloir donc payer 700 000 euros pour préempter. On n'est vraiment pas sûr du résultat. Monsieur Bibol, laissez-moi parler. Vous allez expliquer qu'on va payer aussi la démolition des 2 maisons, puisque de toute façon, il faudra démolir. Et il faudra aussi reconstruire un bâtiment d'intérêt général. Donc, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va faire 2 millions d'investissements. Ça va être la même catastrophe que vous avez fait à Guidru. Donc, alors, c'est comme ça. Nous, on se battra. L'assurance, elle paye On se toutes les battra. réparations. Maintenant, donc ne dites écoutez, pas de bêtises. excusez-moi, laissez-moi parler. 400 Vous 000. parlez de 100% social, c'est pas 100% social, c'est 20% social et 80% LLI. Donc, quand on ne sait pas le dossier, on dit pas n'importe Non, quoi. il y a Voilà, ben, c'est c'est tout. vous qui ne connaissez pas le dossier. Actuellement, il est de 100% social. Écoutez, on les a eus cette semaine, vous inquiétez pas, on maîtrise. Vous avez eu cette semaine, c'est vrai. Mais je vous montrerai. Laisse tomber. Oui. Je prends la parole. Je considère que ça a été certainement très difficile de passer à ce projet de DOB. Mais quand même, le DOB que vous nous présentez est certes discutable selon les sensibilités politiques de chacun, notamment au regard des enjeux des territorialités, évidemment. Je viens directement à la situation de notre commune. Le qualificatif de bonne santé financière, même présenté comme apparente, ne peut être retenu en l'état. La bonne santé financière ne se résume pas à une apparence, elle constitue un tout, une réalité globale et indivisible. On n'affirme pas qu'une personne est en bonne santé en omettant ses pathologies les plus graves. Je qualifierais donc cette présentation d'écran, voire d'opacité financière, tant les éléments de sincérité font défaut, et tant certains points s'apparentent à des formes de dissimulation. Plusieurs sujets majeurs restent en suspens. Les recettes non encaissées, vous en avez cité, liées au DSP des crèches, le contentieux Pylos aux conséquences financières lourdes, qui a déjà été évoqué et signifié par la Cour régionale des comptes en 2025, le trop perçu potentiel, les travaux de l'espace Guidru, dont l'issue financière demeure incertaine. Dans le même document, vous annoncez une hausse de 10% des dépenses de fonctionnement pour 2026. Sans objet chiffré de maîtrise, sans trajectoire à moyen terme et sans plan pluriannuel d'investissement. Je concède que c'est difficile dans la période actuelle, mais je continue. Autrement dit, les dépenses augmentent, mais elles ne sont pas pilotées. Nous ne faisons pas face à une crise de la dette, mais bien à une crise de l'anticipation et de la sincérité budgétaire. Ce DOB représente davantage un document de justification qu'un véritable débat d'orientation. Vous exprimez des doutes sur les comptes de vos prédécesseurs, vous n'avez pas tort, les éléments financiers le montrent et les prévisions à court terme le confirment. Votre document éclaire toutefois un point, la sécurité. Sur ce sujet, vous reprenez les engagements de votre prédécesseur sans réserve. Vous vous engagez notamment sur le CLSPD. Votre prédécesseur l'était tout autant. Or, cette instance relève davantage de la coordination et de l'évaluation d'actions déjà menées. L'engagement politique, lui, se situe en amont. Bon.
vous auriez pu nous présenter de véritables orientations sous réserve d'un audit dont vous vous êtes engagé publiquement à faire. Je pense effectivement là que vous auriez pu faire abstraction de tout cet héritage pour nous présenter un débat budgétaire de ce qui serait vos souhaits par rapport à la programmation que vous avez faite pour les élections. Moi, je m'attendais à ça, sachant qu'effectivement, vous n'aviez pas le recul nécessaire financier pour pouvoir vous appuyer sur les comptes que vous avez en main aujourd'hui. Donc, avant l'audit financier, ça me paraît difficile à votre place d'avoir des engagements basés sur le financement actuel. Ça sera votre exercice pour la présentation du budget primitif. Mais je trouve quand même que vous vous cachez derrière ces comptes, justement pour ne pas nous fournir une image des souhaits d'engagement. Ils seront financés ou pas sur le budget primitif, mais ils ne nous permettent pas de voir sur le DOB que vous nous présentez votre engagement à la suite des élections. Moi, je ne le vois pas au niveau d'un DOB. Donc, je garde la possibilité d'une réserve du droit de contester la véracité de ce DOB. Je dis bien du DOB, on n'est pas au budget primitif. Je vous demande très sérieusement un audit financier indépendant. Je pense que c'est tout à votre avantage pour pouvoir continuer à mesurer les possibilités de notre ville. Un plan pluriannuel d'investissement sur la mandature me paraît nécessaire comme elle était manquante à vos prédécesseurs. Un cap politique clair en matière de maîtrise des dépenses. Voilà, ça c'est l'exigence que je trouve devant les responsabilités vis-à-vis des habitants et du conseil municipal. Je vous remercie de votre écoute. Je peux simplement vous répondre qu'au bout de 2 semaines, on ne peut pas nous rendre responsables de tout. On ne pouvait pas... Il suffisait de prendre notre programme et dire écoutez, on va faire ce que nous on a envisagé. La seule chose, c'est qu'en 2 semaines, on a découvert beaucoup de choses. Et de vous faire croire qu'on allait avoir une année 2026 spectaculaire, on a préféré être dans la réserve. Donc effectivement, on a déclenché un audit financier. Et ça, je pense que c'est très important pour nous, non pas pour se cacher derrière des chiffres, mais pour confirmer qu'il y a bien eu des choses avant qu'on arrive. Voilà. Et en fonction de ça, chacun prendra ses responsabilités, parce qu'il y a des grosses responsabilités à prendre, financières. Nous, en tout cas, on prendra nos responsabilités et on ne lâchera sur aucun dossier, on ne lâchera rien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, je vous remercie de votre réponse, mais effectivement, je conçois la difficulté, sérieusement, mais je pense que ce DOB aurait pu faire, était l'occasion de montrer effectivement que vos engagements qui ont été le résultat de votre élection étaient plausibles avec des marques financières de présentation budgétaire, mais bien évidemment sous réserve de ce que vous allez encore trouver de l'audit financier, et votre engagement beaucoup plus précis aurait été à ce moment-là dans les 6 à 10 semaines avec le budget primitif. Je pense que la ville a besoin de savoir si les engagements sont faisables ou pas faisables, si c'est des promesses électorales ou si c'est un programme électoral. La différence est là. Je pense que c'est dans ce sens-là où je précise un DOB, pas une discussion budgétaire. Voilà, je vous remercie. Je peux. Ce DOB n'a pas été préparé. On aurait pu faire... non, vous avez annoncé un audit... Un peu de respect quand les autres parlent. Il n'y a pas eu de commission de finances. Vous auriez pu l'organiser pour qu'on puisse travailler en amont.
Vous avez dit que vous alliez faire un audit. Il valait d'abord mieux faire cet audit avant de raconter des contre-vérités. Pour moi, ce débat, pour nous, c'est un débat d'orientation nulle, impréparé. Alors, on vous remercie, Madame Ma, surtout pour le personnel qui a travaillé beaucoup sur le document. Merci pour eux. Donc on a travaillé une semaine, effectivement. Excusez-moi, on a travaillé une semaine dessus, excusez-nous, mais ça fait que 2 semaines qu'on est là. Un audit financier, vous savez combien de temps ça demande? Ça demande entre 4 et 6 mois. Donc vous me faites rire pour vous dire qu'il fallait commencer par l'audit. Vous commencez par dire il y a un audit au lieu de parce qu'on a découvert beaucoup de choses, Madame. Tout ce que vous avez dit, je ne parle pas du travail des fonctionnaires. Moi, je parle de ce qu'on a découvert. Pas dire les choses. Je dis vous-même, vous avez découvert beaucoup de choses. J'espère que l'audit le sortira. Mais vous ne vous cacherez pas derrière toutes ces choses, vous savez, Madame derrière tous les mensonges que vous avez sortis là. Il y a déjà la Chambre régionale des comptes qui l'a sorti. Non, vous n'avez pas su lire le rapport de la Chambre régionale des comptes. Bah, écoutez, je l'ai lu. Hein. Encore une fois, non. Pas de la même relisez manière. parce que vous n'avez pas compris, en fait. On n'interprète pas, on comprend ce qui est dit. Mais une interprétation, c'est pas l'essence de ce qui a été écrit. Mais bon, on n'a pas tous... On verra la suite, mais je vous dis, vous l'avez mal interprété. Vous l'avez interprété à votre façon. Voilà. Bon, écoutez, il y a eu débat. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, à toutes. Vous votez ? Il faut voter le débat. Bon. Je vous dis, il faut voter. Ouais. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ok. Bonne soirée à toutes et à tous.